Ruth ne se souciait pas d'attendre 10 ou 15 jours. D'ailleurs, son amoureux était malade. Le lendemain, accompagnée d'Arthur, elle vint dans la voiture des Morse, à la grande joie de la tribu des Silva et de toute la marmaille du voisinage, mais au grand désespoir de Maria. Elle gifla les Silva, qui se pressaient autour des visiteurs, sous le petit porche d'entrée, et fit son possible pour excuser sa tenue, en un anglais encore plus atroce que d'habitude. Ses manches roulées sur des bras blancs de savon, une vieille toile à laver autour de la taille, disaient assez le genre de besogne qu'on avait interrompu. Complètement affolée par la visite de ces jeunes gens si chics, elle oublia totalement de les inviter à s'asseoir dans le petit salon. Pour entrer chez Martin, ils passèrent par la cuisine pleine de buées chaudes. Dans sa surexcitation, Maria coinça la porte d'entrée contre celle du cabinet restée ouverte, et pendant 5 minutes, par la porte entrebâillée, des nuages de vapeur sentant le savon et la saleté envahirent la chambre. Ruth, en traçant son chemin à travers les obstacles, parvint au chevet de Martin sans encombre. Mais Arthur vira trop court et alla cogner avec grand fracas contre les casseroles et les ustensiles culinaires. Il ne s'éternisa pas d'ailleurs. Jugeant qu'il avait rempli son devoir, et Ruth occupant l'unique siège, il sortit et attendit près de la grille, entouré des 7 petits Silva béants d'admiration. Il le mangeait des yeux comme un phénomène de foire. Tout autour de la voiture, les enfants du voisinage étaient massés dans l'attente impatiente du tragique et terrible dénouement inévitable, car dans cette rue, les voitures ne s'aventuraient que pour les mariages ou les enterrements. Or, comme ce n'était pas le cas, quelque chose d'autre, d'inouï, allait évidemment se passer. Martin avait failli devenir fou en voyant Ruth. C'était une nature essentiellement aimante, avide de sympathie ou plutôt d'intelligente compréhension. Et il ignorait encore que la sympathie de Ruth tenait plutôt à la gentillesse de sa nature qu'à la compréhension de l'objet de sa sympathie. Tandis que Martin lui disait sa joie de la voir, elle lui serrait tendrement la main sans répondre, les yeux humides à la vue de sa faiblesse et des ravages dont la souffrance avait marqué son visage. Mais quand il lui raconta son succès inespéré, les 2 acceptations, son désespoir en lisant celle du Transcontinental, son enthousiasme en recevant celle de la White Mouse, elle cessa de le suivre. Les mots, elle les entendait, on comprenait le sens littéral, mais son désespoir et sa joie, elle ne les partageait pas. Que lui importaient ces histoires de revue ? Le mariage seul l'intéressait. Elle ne s'en doutait pas, cependant. Elle aurait rougi de honte si quelqu'un lui avait dit crûment que ce qu'elle désirait en Martin, c'était lui-même et pas autre chose. Indignée, elle aurait clamé que son seul but était l'intérêt de Martin et par-dessus tout son succès. Tandis que son fiancé épanchait son cœur, disait son bonheur d'être enfin sur la voie du triomphe, elle ne l'écoutait que distraitement et regardait la chambre à la dérobée, choquée de ce qu'elle voyait. Pour la première fois, Ruth voyait de près l'image brutale de la pauvreté. Jusqu'alors, les amoureux mourant de faim lui avaient semblé romanesques, mais elle ne se doutait pas de quelle manière vivaient les amoureux qui meurent de faim. Et c'était ça. Son regard allait sans cesse de la chambre à Martin, de Martin à la chambre. La fade odeur de linge sale qui venait de la cuisine lui donnait des nausées. Martin devait en être imprégné, se dit-elle, pour peu que cette horrible femme lave souvent. Et en regardant Martin, il lui semblait que le milieu qui l'environnait l'avait sali. Elle ne l'avait jamais vu que rasé de frais et sa barbe de 3 jours lui répugna. Ça cadrait avec son décor sordide et sinistre, accentuait encore cette animalité puissante qu'elle abhorrait. Et voilà que ces 2 malencontreuses acceptations le confirmaient dans sa folie. Quelques jours de plus et il aurait cédé. Il aurait accepté un travail sérieux. À présent, il allait continuer à vivre dans cette horrible maison où il écrirait et mourrait de faim pendant quelques mois encore. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» demanda-t-elle subitement. « Un des parfums de lessive de mariage, je suppose, » répondit-il. « Non, pas ça. Quelque chose d'autre. Une odeur écœurante, fade. » Martin renifla l'air consciencieusement avant de répondre. « Bon, je ne sens rien d'autre que la vieille fumée de tabac. »« C'est ça, c'est horrible. Pourquoi fumez-vous tant, Martin ?»« Je ne sais pas. Je fume davantage quand je suis seul, et puis c'est une si ancienne habitude. Je fumais tout gosse. »« Ce n'est pas une bonne habitude, » reprocha-t-elle. « Ça sent affreusement mauvais. » « C'est la faute du tabac. Je ne peux m'en offrir que du meilleur marché. Mais attendez seulement que j'ai touché mes 40$. Je fumerai du tabac qui ne gênera même pas les anges du paradis. Mais n'est-ce pas, ce n'est pas mal, 2 acceptions en 3 jours. Ces 40$ paieront toutes mes dettes. »« 40$ pour 2 mois de travail ?» interrogea Ruth. « Non, pour moins d'1 semaine de travail. Voulez-vous me passer ce livre de comptes relié en gris qui est au bout de la table, je vous prie ?» Il l'ouvrit, en feuilleta rapidement les pages. « Oui, j'ai raison. 4 jours pour l'appel des cloches et 2 jours pour le tourbillon. Ça fait 45$ par semaine, 190$ par mois.
Aucune situation ne me donnerait ça. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un début. 1000 $ par mois n'est pas trop pour vous acheter tout ce que je veux que vous ayez. Il me faut au moins ça. Attendez que je mette la machine en train, et puis vous la regarderez galoper. » Ruth ne comprit pas sa plaisanterie et revint aux cigarettes. « Vous fumez beaucoup trop et la qualité de tabac ne fera aucune différence. C'est de fumer qui en soi n'est pas bon. Vous n'êtes qu'une cheminée, un volcan ambulant, un poêle à roulettes, une vraie désolation. Martin chéri, vous en doutez-vous » Elle se pencha vers lui, suppliante, et, à la vue de son visage délicat et de ses grands yeux timides, il fut frappé de sa propre indignité. « Je voudrais tant que vous ne fumiez plus, » murmura-t-elle. « Je vous en prie, faites-le. Pour l'amour de moi. » « Bon, c'est entendu, » s'écria-t-il. « Je ferai tout ce que vous demanderez, tout, vous le savez bien. » Une grande tentation l'assaillit. Elle fut tentée de lui demander de renoncer à écrire. Pendant le court silence qui suivit, les mots irréparables tremblèrent sur ses lèvres. Mais le courage lui manqua, et penchée vers lui, elle murmura simplement « Vous savez, ce n'est réellement pas pour moi, Martin. C'est dans votre intérêt. Je suis sûre que la fumée vous fait du mal. Et d'ailleurs, il nous faut être l'esclave de rien, d'une drogue encore moins. » « Je ne veux être que votre esclave, toujours, » dit-il en souriant. « Dans ce cas, je vais dicter mes ordres. » Elle lui lança un regard malicieux. Pourtant, dans son fort intérieur, elle regrettait déjà de ne pas lui avoir demandé davantage. « Votre Majesté sera obéie. » « Eh bien, voilà mon premier ordre. Il faut vous raser tous les jours. Regardez comme vous m'avez égratigné la joue. » Et cela se termina par des caresses et des baisers. Elle avait gagné 1 point, ça suffisait pour le moment. Son orgueil féminin était flatté d'avoir obtenu qu'il renonce à fumer. Une autre fois, elle le persuaderait d'accepter une situation. N'avait-il pas juré de faire tout ce qu'elle voudrait ? Elle quitta son chevet pour explorer la chambre, examina les rangées de notes suspendues aux ficelles, se fit expliquer le système d'accrochage de la bicyclette et s'attrista du monceau de manuscrits sous la table qui représentait selon elle une si énorme perte de temps. Le fourneau à pétrole fit son admiration, mais en explorant la planche à provisions, elle la trouva vide. « Mais vous n'avez rien à manger, pauvre chérie !» s'écria-t-elle avec une tendre pitié. « Vous devez mourir de faim !»« Je range mes provisions dans le garde-à-manger de Maria, » dit-il en mentant. « Elle se conserve mieux. Pas de danger que je meure de faim. Regardez ça !» Elle était revenue auprès de lui et le vit contracter son biceps, faire saillir ses muscles énormes, durs comme du fer. Cette vue la dégoûta sentimentalement. Elle avait horreur de ça. Mais son instinct, ses nerfs, sa féminité tout entière l'aimaient, en avait irrésistiblement besoin, et comme toujours, elle se pencha vers lui. Comme il la serrait dans ses bras, le cerveau de Ruth était en révolte et son cœur, ses sens exultaient, triomphaient. Dans des instants pareils, elle sentait profondément son amour pour Martin, car elle éprouvait un ravissement extraordinaire à sentir ses bras puissants la serrer éperdument. À ces moments-là, elle se sentait justifiée de trahir ainsi ses préjugés, son idéal, de désobéir tacitement à ses parents qui désapprouvaient ce mariage et que cet amour choquait. D'ailleurs, loin de sa présence, redevenue froide et maîtresse d'elle-même, elle en était choquée aussi. Quand ils étaient ensemble, elle l'aimait, d'un amour parfois agacé, il est vrai, mais plus fort que sa volonté. « Cette grippe est peu de chose, dit-il. C'est ennuyeux, on a très mal à la tête, mais ce n'est rien en comparaison de la fièvre ostéoscopique. »« Vous l'avez eu aussi ?» dit-elle distraitement, plongée dans la justification précieuse de l'agrément qu'elle trouvait à être dans ses bras. Il continua, sans qu'elle fît grande attention à ses paroles, quand tout à coup un mot la fit sursauter. Il l'avait attrapée dans une colonie secrète de 30 lépreux vivant sur une des îles Hawaï. « Mais pourquoi y êtes-vous allé ?» demanda Ruth. Une pareille imprudence lui semblait criminelle. « Mais parce que je n'en savais rien, » répondit Martin. « J'étais loin de penser aux lépreux. Après avoir déserté ce schooner, j'ai abordé au rivage et me suis dirigé vers l'intérieur à la recherche d'un endroit sûr. Pendant 3 jours, je me suis nourri de goyaves, de poires d'Oya et de bananes qui poussaient en abondance dans la jungle. Le 4e jour, j'ai trouvé une piste, une simple piste de piétons, qui menait vers l'intérieur, et je l'ai suivie. Elle portait des traces récentes. À certains endroits, elle n'avait pas plus de 3 pieds de large, le long d'une crête aussi étroite qu'une lame de rasoir, bordée de chaque côté par un précipice dont on ne voyait pas le fond. Bon endroit pour une embuscade. Avec des munitions, un homme seul aurait pu y tenir en échec 10 000. Il n'y avait pas d'autre chemin d'ailleurs. Après 3 heures de marche, j'ai trouvé la cachette. Un petit vallon au creux des montagnes, un terrier au milieu des pics de lave entièrement construit en terrasse étagée. Des arbres fruitiers y poussaient, et il y avait 8 ou 10 huttes en herbe. Mais dès que j'ai vu les habitants, j'ai su ce qu'il en était. Un seul coup d'œil suffit. « Qu'avez-vous fait » questionna Ruth, haletante. Il n'y avait rien à faire. Leur chef était un bon vieillard en bien mauvais état déjà, mais d'une autorité indiscutée. Il avait découvert ce vallon et fondé cette colonie, absolument hors la loi. Mais il avait des fusils, beaucoup de munitions, et ces Kanaks, entraînés à chasser les fauves et le sanglier, étaient des tireurs extraordinaires. Non, Martin Eden n'avait aucune chance de pouvoir s'enfuir,
et il y est resté 3 mois. Mais comment avez-vous pu vous échapper ? Je serais encore là-bas, sans une jeune fille à moitié chinoise, avec un quart de sang européen, un quart de sang hawaïen. Une beauté, la pauvre créature, et bien élevée. Sa mère, à Honolulu, valait bien 1 million. Eh bien, cette fille m'a permis de m'enfuir à la fin. C'était sa mère qui finançait la colonie, vous comprenez ? Et la fille ne craignait donc pas de se faire punir en me faisant fuir. Mais d'abord, elle m'a fait jurer de ne jamais révéler leur cachette. Et j'ai tenu parole. Elle n'avait que les premiers symptômes de la lèpre. Les doigts de sa main droite étaient légèrement tordus, et il y avait une petite tache à son bras, c'est tout. Je suppose qu'elle doit être morte à présent. Mais vous n'aviez pas peur ? Vous n'avez pas été heureux de vous en aller sans avoir attrapé cette épouvantable maladie ? Mon Dieu, avoua-t-il, au début, je n'étais pas précisément à mon aise, mais je m'y suis habitué. Et puis, je plaignais tant la pauvre fille. Ça me faisait oublier ma peur. Elle était aussi belle d'âme que de corps. La maladie l'avait à peine touchée, et pourtant elle était vouée à cette vie primitive et à une mort plus affreuse encore, à une lente décomposition. La lèpre est plus terrible que vous ne pouvez vous l'imaginer. Pauvre créature, murmura Ruth. Comment a-t-elle pu vous laisser partir ? Que voulez-vous dire ? Parce qu'elle devait vous aimer, dit Ruth d'une voix douce. Voyons sincèrement, elle vous aimait. Le hâle de Martin s'était effacé à la suite de son existence sédentaire et les privations. La maladie avait pâli son visage qu'une rougeur sombre envahit lentement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Ruth lui coupa la parole en riant. « Ça ne fait rien, ne répondez pas. C'est tout à fait inutile. » Mais il lui sembla qu'il y avait quelque chose de métallique dans son rire et que dans ses yeux brillait une lueur froide. Sur le moment, ça fit l'effet d'une tempête d'hiver, comme il en avait vu dans le nord du Pacifique. Il revit subitement cette nuit-là, le ciel clair, la tempête et les vagues immenses sous la lumière glaciale de la pleine lune. Puis, il revit la jeune lépreuse et se souvint que c'était par amour pour lui qu'elle l'avait laissé partir. Son âme était belle, dit-il simplement. Elle m'a permis de vivre. Cette lecture était extraite du roman Martin Eden de Jack London, disponible en traduction française dans l'édition de poche parue en 2016 chez Folio. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 166 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.